Je suis rentré d'un hôpital militaire, incapable de marcher. Je ne rêvais que d'une chose, dormir dans mon propre lit. Au lieu de ça, en remontant mon allée, j'ai trouvé des inconnus en train de changer les serrures de ma porte d'entrée. Pendant que des papiers de divorce attendaient sur ma table de cuisine. Pendant quelques secondes, j'ai honnêtement cru qu'ils s'étaient trompés de maison. Je m'appelle Rachel Morgan. J'avais 46 ans à l'époque. Une officier de logistique de l'armée américaine, qui avait passé plus de 20 ans à résoudre les problèmes de tout le monde. 8 mois plus tôt, lors d'un convoi à l'extérieur de Fort Liberty, en Caroline du Nord. Un camion militaire avait percuté des heures après qu'un autre conducteur ait perdu le contrôle sous une forte pluie. L'accident m'a brisé le bassin, a endommagé ma colonne vertébrale, et m'a laissé me demander si je marcherais à nouveau un jour. Après des mois passés au Centre médical militaire national Walter Reed, à Bethesda, dans le Maryland. Les médecins ont finalement accepté que je puisse poursuivre ma convalescence, plus près de chez moi. Je ne pouvais toujours pas me tenir debout sans aide, mais je croyais que le plus dur était derrière moi. Je n'aurais pas pu avoir plus tort. Ma meilleure amie, Linda, une autre vétérane de l'armée, qui avait pris sa retraite des années plus tôt, m'a ramené à la maison dans son Ford Explorer argenté. Elle a plaisanté tout le long du trajet, essayant de me remonter le moral. « Tu sais » a-t-elle dit avec un sourire. « Ta cafetière doit probablement te manquer. » Je me contenterai d'un café brûlé, ai-je ri. Le café d'hôpital devrait être considéré comme un crime. Quand nous avons tourné dans ma rue à Fayetteville, quelque chose semblait bizarre. Il y avait un camion de déménagement garé en face de ma maison, 2 hommes que je n'avais jamais vus auparavant transportaient des boîtes à outils vers mon Porsche. Linda a ralenti le SUV. « Tu attends de la compagnie ?» J'ai secoué la tête. Un des ouvriers nous a regardés, puis a de nouveau regardé son presse-papier. « Je peux vous aider ?» a-t-il demandé. « J'habite ici. » Il a froncé les sourcils. « Madame, les nouveaux propriétaires nous ont demandé de remplacer toutes les serrures aujourd'hui. » Les mots n'ont pas fait sens. Nouveau propriétaire. Linda m'a aidé à descendre mon fauteuil roulant sur l'allée, pendant que je fixais ma propre porte d'entrée. Ça doit être une erreur, ai-je chuchoté. La porte d'entrée n'était pas encore verrouillée, je suis entré en roulant avant que quiconque ne m'arrête. La maison résonnait. Pas de canapé, pas de table à manger, pas de photos de famille, pas de télévision. Juste des murs vides, et l'odeur de la peinture fraîche. Au milieu de la cuisine, se trouvait une grande enveloppe manille. Mon nom était écrit dessus, de l'écriture de marque. Mes mains ont tremblé avant même que je ne l'ouvre. La première page indiquait « Requête en dissolution de mariage ». La deuxième page expliquait que mon mari avait accepté un poste en Arizona. La troisième page énumérait les biens, qui avaient déjà été vendus. Notre maison, notre camion, plusieurs comptes d'investissement. Il y avait aussi une courte note manuscrite. « Rachel, c'est plus simple pour tout le monde. Je ne peux pas passer le reste de ma vie, à m'occuper de quelqu'un en fauteuil roulant. S'il te plaît, n'essaie pas de me contacter. » C'était tout. 23 ans de mariage, réduit à 4 phrases. Je ne me souviens pas avoir pleuré, je me souviens m'être senti froide. Le genre de froid qui commence quelque part, au plus profond de votre poitrine. Linda a discrètement ramassé les papiers, pendant que je restais figé. Puis notre voisine d'à côté, Madame Jenkins, est entrée par la porte ouverte, portant un plat à gratin enveloppé dans du papier d'aluminium. Au moment où elle m'a vu, elle a couvert sa bouche. « Oh, ma chérie !» Elle s'est agenouillée à côté de mon fauteuil roulant. « Je pensais qu'il te l'avait dit. »« M'avait dit quoi ?» Elle a hésité. « Marc a vendu la maison il y a presque 3 semaines. Je n'ai pas pu respirer. Il a tout emballé. Il a dit que tu ne rentrerais pas à la maison. » Sa voix s'est brisée. Puis il est parti avec cette femme qu'il voyait. Ils ont déménagé à Scottsdale ensemble. Cette femme ? Je me suis soudainement souvenu de Heather. La femme de son bureau de comptabilité, qu'il avait toujours insisté pour dire qu'elle n'était qu'une amie. Linda a serré mon épaule. Nous partons. J'ai hoché la tête sans parler. Ce soir-là, au lieu de dormir dans la maison que nous avions construite ensemble. Je me suis enregistré dans un petit appartement de transition pour anciens combattants, à la périphérie de Fayetteville. La pièce contenait un lit étroit, une commode et une petite kitchenette.
Les néons bourdonnaient doucement au-dessus de ma tête, Linda a défait mon sac de voyage en silence. Avant de partir, elle s'est penchée et m'a serré dans ses bras avec précaution. Tu as toujours des gens, Rachel. Après son départ, je suis resté assise seule près de la fenêtre, regardant les phares dérivés, sur le parking. Cette nuit-là, j'ai vraiment cru que j'avais tout perdu. Je n'avais aucune idée que ma véritable histoire ne faisait que commencer. Le premier matin, dans cet appartement pour anciens combattants, je me suis réveillé en cherchant Marc. Pendant 23 ans, son côté du lit avait été la première chose que je voyais. Ce matin-là, ma main a touché un mur froid. L'appartement était silencieux, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur dans la kitchenette. Quelqu'un avait laissé 2 sachets de flocons d'avoine instantanés, et un pot de café en poudre sur le comptoir. Je les ai fixés pendant un long moment, avant de rire une fois, amèrement. Marc savait que je détestais le café instantané. Cette petite pensée m'a fait plus de mal qu'elle n'aurait dû. Linda est arrivée à 8 heures, avec 2 gobelets en papier de chez Dunkin', et un sac de courses plein de choses qu'elle prétendait être des fournitures de survie de base. Du pain, du beurre de cacahuètes, des bananes, de la lessive, un poulet rôti. Elle a tout posé, et m'a regardé. Tu as dormi? Pas vraiment. Tu as mangé? J'ai secoué la tête, elle m'a tendu le café. Commence par ça. Plus tard dans la matinée, une assistante sociale pour anciens combattants nommée Denise Harper est passée. Elle avait la fin de la cinquantaine, des tresses grises, et le genre de voix calme qui rend les mauvaises nouvelles plus faciles à entendre. Elle a ouvert un dossier sur la petite table. Rachel, nous devons examiner vos finances. Je savais déjà que ce serait moche, c'était pire. Notre compte courant commun avait moins de 900 €. Marc avait retiré presque tout, 2 jours avant la clôture de la vente de la maison. Notre pick-up Ford était parti. Une partie de mes économies de retraite avait été déplacée sur un compte auquel je n'avais pas accès. Même le fonds d'urgence, que nous avions constitué sur 20 ans, avait disparu. Il ne pouvait pas légalement prendre tout ça, a dit Linda. Denise a hoché la tête. Non, il ne le pouvait pas. Mais prouver ce qui s'est passé, et le récupérer prendra du temps. Du temps? Ce mot me suivait partout à l'époque. Le temps de guérir, le temps de remplir des papiers, le temps de trouver un avocat. Le temps d'apprendre à vivre, dans un corps qui ne m'obéissait plus. Marc ne m'avait rendu visite à Walter Reed que 2 fois, en 8 mois. La première fois, il avait apporté des fleurs de la boutique de cadeaux de l'hôpital, et avait passé la majeure partie de la visite à consulter son téléphone. La deuxième fois, il s'est tenu près de la porte, et a dit qu'il avait un volto. Je m'étais dit qu'il avait peur. Je m'étais dit que les hommes géraient la peur différemment. En y repensant, j'avais fait la majeure partie du travail pour croire en notre mariage. La kinésithérapie a repris 3 jours plus tard, à la clinique VA de Fayetteville. Mon kinésithérapeute, Jonah Reed, avait 32 ans, et était bien trop joyeux à 7 heures du matin. Aujourd'hui, nous travaillons sur les transferts, a-t-il dit. Je sais déjà comment tomber d'une chaise. Bien. Alors nous avons une base. Je l'ai fusillé du regard, il a souri. La voilà. La première tentative m'a laissé en sueur, sous mon t-shirt. Mes bras tremblaient, la douleur irradiait de mon bas du dos vers mes 2 hanches. Je ne peux pas le faire, ai-je dit. Jonah s'est accroupi à côté de moi. Vous ne pouvez pas le faire pour le moment. Je détestais aussi ce mot, pour le moment. Mais j'ai réessayé. À la fin de la semaine, je pouvais passer du fauteuil roulant au lit, sans que quelqu'un me soulève. Cela a pris une éternité, ce n'était pas gracieux, mais je l'ai fait. Ce vendredi-là, Denise m'a aidé à demander une aide d'urgence, et une assistance juridique. Linda m'a conduite à un magasin d'occasion, où j'ai acheté 3 assiettes, 2 serviettes, et une lampe à l'abat-jour tordue. Très élégant, a-t-elle dit. Ça penche avec caractère. Pour la première fois depuis des jours, j'ai souri. Cette nuit-là, j'ai fait un sandwich au beurre de cacahuètes, et je l'ai mangé près de la fenêtre. Ma vie avait été réduite à une pièce, un fauteuil roulant, et une pile de formulaires. Mais une chose m'appartenait encore. Si mes jambes ne me portaient plus, ma fierté le ferait toujours. Les gens pensent que la guérison se produit dans des moments spectaculaires. Ce n'est pas le cas. La plupart du temps, elle arrive un mardi ordinaire.
Quand vous réalisez que vous avez réussi à vous brosser les dents, sans penser à la douleur. Ou quand vous parvenez à aller de la chambre à la cuisine, sans vous arrêter à mi-chemin pour reprendre votre souffle. C'est ainsi que ma 2e année après l'accident s'est écoulée. Une petite victoire à la fois. Tous les lundis, mercredis et vendredis, Linda venait me chercher avant le lever du soleil. Pour la kinésithérapie, au centre de santé VA de Fayetteville. À ce moment-là, Jonah avait cessé de me traiter comme une patiente fragile. Vous savez ce qui est drôle? A-t-il demandé un matin, en ajustant les barres parallèles. J'en doute. Vous vous plaignez moins que la moitié des gens, qui viennent pour une entorse à la cheville. Je garde mes plaintes pour les embouteillages. Il a ri. Bonne réponse. Ces séances étaient brutales. Les muscles de mes jambes avaient oublié leur travail. Chaque pas me donnait l'impression que mes hanches transportaient des sacs de ciment humide. Certains jours, je quittais la kinésithérapie en me sentant pleine d'espoir. D'autres jours, je pleurais dans la voiture de Linda, avant même d'atteindre le parking. Elle n'a jamais essayé de me remonter le moral, avec des mots vides de sens. Au lieu de cela, elle me tendait une serviette. « Laisse sortir », disait-elle. Puis, nous nous arrêtions chez Bojangles sur le chemin du retour. Et d'une manière ou d'une autre, les biscuits rendaient toujours la vie un peu moins injuste. Environ 6 mois après le début de la rééducation, Jonah m'a initié à l'entraînement en force adaptée. J'ai détesté chaque minute. Vous, les militaires, vous êtes têtus, a-t-il dit. Nous appelons ça de la détermination. J'appelle ça de la paperasse, si vous vous déchirez quelque chose. J'ai levé les yeux au ciel. Vous avez attendu toute la semaine pour utiliser cette blague. Absolument. Lentement, les choses ont changé. D'abord, je suis resté debout pendant 20 secondes entre les barres parallèles. Puis 40, puis 1 minute entière. Un après-midi, toute la salle de kinésithérapie a applaudi, parce que j'avais fait 5 pas tremblants avec un déambulateur. 5 pas. 20 ans dans l'armée, et je n'avais jamais été aussi fier, de 5 pas. La guérison émotionnelle a pris plus de temps. Je me réveillais encore certaines nuits, en me demandant comment Marc avait pu partir si facilement. Puis je me rappelais, que poser la même question tous les jours, ne me rapprochait en rien de la paix. Denise, ma conseillère, a suggéré que j'assiste à un déjeuner de réseautage pour anciens combattants, à Raleigh. Je n'ai pas besoin de réseautage, lui ai-je dit. Vous avez besoin de gens qui comprennent la reconstruction. Elle avait raison. C'est là que j'ai rencontré le colonel à la retraite David Ellis. Il avait 71 ans, les cheveux argentés, et l'habitude de parler si doucement, que tout le monde se penchait pour l'entendre. Il avait perdu une partie de sa jambe gauche en Irak, des années plus tôt. Quand je me suis excusé d'être arrivé en retard, parce que la batterie de mon fauteuil roulant était morte. Il a souri. L'armée nous a appris à improviser. Elle nous a aussi appris à nous dépêcher. Elle nous a appris les deux. Autour d'un café, il a plus écouté qu'il n'a parlé. Finalement, il a demandé, « Que faisiez-vous avant l'accident ?» Je gérais les opérations d'approvisionnement militaire. Donc, vous résolviez des problèmes logistiques impossibles. J'essayais. Et maintenant? J'ai haussé les épaules. Je survis. Il m'a regardé directement. Rachel, survivre est une mission temporaire. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez passé 2 ans, à prouver que vous pouviez rester en vie. Il s'est adossé. Maintenant, prouvez que vous pouvez construire une vie. Ces mots m'ont marqué. La semaine suivante, je me suis inscrite à un programme de certification en ligne, pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement commercial. Je passais mes matinées en kinésithérapie, et mes après-midi à étudier à la bibliothèque publique de Fayetteville. Car se concentrer à l'intérieur de mon appartement, était devenu impossible. L'argent était rare, j'ai vendu de vieux bijoux que je ne portais plus. Linda a refusé que je paie l'essence, à chaque fois qu'elle me conduisait. À la fin de cette année-là, j'avais obtenu ma certification. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Une petite entreprise de transport, appartenant à des anciens combattants, à l'extérieur de Raleigh, m'a demandé si je pouvais aider à organiser ses opérations d'expédition. Ce n'était pas glamour, cela payait juste assez pour couvrir le loyer. J'ai accepté sans hésiter. 3 semaines après le début du projet,
le propriétaire m'a appelé à 7 heures un matin. Son plus gros client annulait son contrat. Si je ne pouvais pas trouver de solution, 27 employés perdraient leur emploi. Pour la première fois depuis l'accident, l'avenir de quelqu'un d'autre dépendait de moi. Et je n'étais pas sûr de pouvoir les sauver. L'entreprise de transport s'appelait Patriot Freight Solutions. Elle opérait depuis un petit entrepôt, à l'extérieur de Raleigh, en Caroline du Nord. Avec 12 camions vieillissants, et 27 employés qui se connaissaient tous par leur prénom. Quand je suis entré dans le bureau ce lundi matin, le propriétaire, Mike Henderson, avait l'air de ne pas avoir dormi depuis une semaine. Si nous perdons ce contrat, a-t-il dit, en se frottant les deux mains sur le visage. Je suis fini. 27 familles comptent sur moi. J'ai regardé autour de la pièce. Des répartiteurs répondaient au téléphone, des chauffeurs buvaient du café avant de partir. Quelqu'un avait apporté des brioches à la cannelle faite maison. Personne ne savait qu'il risquait de ne plus avoir de travail d'ici vendredi. Racontez-moi tout, ai-je dit. Pendant les 6 heures suivantes, j'ai étudié les horaires de livraison, les coûts de carburant, les retards d'entrepôt, et les plaintes des clients. Des années dans la logistique de l'armée m'avaient appris quelque chose d'important. La plupart des catastrophes ne commencent pas par une grosse erreur. Elles commencent par des dizaines de petites erreurs que personne ne remarque. Le mercredi après-midi, j'ai trouvé le problème. 3 systèmes de répartition différents ne communiquaient pas entre eux. Les chauffeurs perdaient des heures chaque semaine à faire des trajets inutiles. Les livraisons en retard n'étaient pas causées par de mauvais employés, elles étaient causées par une mauvaise planification. Nous n'avons pas besoin de plus de camions, ai-je dit à Mike. Nous avons besoin de moins d'erreurs. Il m'a regardé comme si je venais de parler une autre langue. Au cours des 2 semaines suivantes, nous avons réorganisé les itinéraires, simplifié les horaires, et créé un système de suivi unique, que tout le monde pouvait réellement comprendre. Le premier mois, les coûts de carburant ont chuté de près de 18%, les livraisons en retard ont été réduites de près de moitié. 6 semaines plus tard, le client qui avait prévu de partir, a signé un contrat de 3 ans à la place. Mike est entré dans mon bureau, en tenant une boîte de beignets. Vous venez de sauver mon entreprise. Non, ai-je répondu en souriant. Ce sont vos employés qui l'ont fait. Il a secoué la tête. Mes employés avaient enfin quelqu'un qui savait comment diriger. Je ne m'attendais pas à pleurer pour une boîte de beignets, mais je l'ai fait. Le bouche-à-oreille a fonctionné plus vite que je ne le pensais. Une autre entreprise appartenant à des anciens combattants a demandé de l'aide, puis une autre. En un an, j'avais plus de travail de conseil que je ne pouvais en gérer seul. J'ai officiellement enregistré mon entreprise, sous le nom de Morgan Logistic Consulting. Mon bureau n'était pas grand-chose à voir. Il occupait 2 pièces, au-dessus d'une agence d'assurance, dans le centre-ville de Raleigh. La moquette était usée, la machine à café fuyait. Chaque fois qu'il pleuvait fort, une fenêtre sifflait. J'adorais chaque centimètre carré de cet endroit. Linda est devenue ma directrice de bureau non officielle. Je ne comprends toujours pas comment tu m'as convaincu de travailler gratuitement, a-t-elle plaisanté un après-midi. J'ai offert du café à volonté. Tu as offert du café horrible. Je travaillais dans les limites de mon budget. Elle a ri. Alors maintenant tu es drôle. J'ai eu le temps de m'entraîner. Alors que l'entreprise grandissait, je me suis fait une promesse. Dans la mesure du possible, j'embaucherai des anciens combattants, des conjoints de militaires, ou des personnes dont le handicap rendait la recherche d'emploi difficile. Non pas parce que je les prenais en pitié. Parce que je savais, à quel point ils étaient souvent négligés. Notre premier employé, était un ancien marine qui avait perdu l'audition d'une oreille. Notre deuxième, était une épouse de militaire qui avait passé des années à déménager de base en base, et ne pouvait pas amener les employeurs à la prendre au sérieux. Puis est venu un chef de la marine à la retraite, avec une prothèse de jambe. Un par un, notre petite équipe s'est agrandie. Tous les vendredis après-midi, nous nous réunissions autour d'une table pliante, avec de la pizza d'une boutique locale. Pas de salle de conférence sophistiquée, pas de déjeuner traiteur coûteux. Juste de bonnes personnes, partageant des histoires. Un jour, une journaliste du News et Observer m'a demandé si elle pouvait m'interviewer, pour un reportage sur les entreprises appartenant à des anciens combattants. J'ai failli dire non, je ne voulais pas que ma vie privée devienne publique.
Elle a promis que l'article se concentrerait plutôt sur l'entreprise, ce qu'il a fait. Elle a mentionné ma carrière militaire, ma guérison, et la mission derrière l'entreprise. Elle n'a jamais mentionné Marc, je préférais ça. L'article a attiré de nouveaux clients de toute la Caroline du Nord et de la Virginie. Pour la première fois depuis l'accident, je ne me souciais plus du loyer du mois prochain. Un soir, après le départ de tout le monde, je me suis approché en fauteuil roulant, de la fenêtre du bureau qui surplombait la rue de Fayetteville. Les lumières de la ville se reflétaient sur la vitre, j'ai aperçu mon propre reflet. Les cicatrices n'avaient pas disparu, les souvenirs non plus. Mais quelque part en cours de route, j'avais cessé de me présenter comme la femme, dont le mari l'avait quitté. J'étais devenu la femme, qui avait construit quelque chose qui valait la peine de rester. 17 ans peuvent disparaître plus vite que vous ne le pensez. Un jour, vous apprenez à vous transférer d'un fauteuil roulant à un lit sans tomber. Le lendemain, vous vous tenez devant 200 employés, en donnant un discours sur le leadership. La vie a un étrange sens de l'humour. J'avais 63 ans, quand tout a bouclé la boucle. À ce moment-là, Morgan Logistic Consulting était devenue l'une des entreprises de chaîne d'approvisionnement, appartenant à des anciens combattants, les plus respectés du Sud-Est. Nous avions des bureaux en Caroline du Nord, en Caroline du Sud, et dans le Tennessee. Près de la moitié de nos employés étaient des anciens combattants ou des conjoints de militaires. Chaque été, nous financions des bourses d'études pour les militaires blessés, qui apprenaient de nouvelles carrières après avoir quitté l'armée. Rien de tout cela ne s'est produit du jour au lendemain, chaque contrat avait été mérité. Chaque revers m'avait appris quelque chose. Mon déambulateur avait depuis longtemps été remplacé par une canne. Je boitais encore quand j'étais fatigué, et le temps froid me faisait mal aux hanches. Mais j'avais accepté que guérir ne signifiait pas toujours retourner à ce que l'on était. Parfois, cela signifiait devenir quelqu'un de nouveau. Ce mardi matin a commencé comme n'importe quel autre. Je me suis arrêté à mon café préféré à Raleigh, j'ai pris un café noir moyen, et j'ai conduit au bureau avant 8 heures. Linda, qui était officiellement devenue notre directrice des opérations des années plus tôt, était déjà là. Elle a levé les yeux de son ordinateur. Vous avez un entretien avec des vétérans aujourd'hui, à 10 heures. Je me souviens. Vous avez aussi oublié. Oui. Elle a souri. Heureusement que vous m'avez gardé. Vers l'heure du déjeuner, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu, je l'ai ignoré. Puis un autre, et un autre. À 14 heures, il y avait 12 appels manqués de numéros différents. Linda a regardé. Vous vous présentez aux élections? J'espère que non. Nous avons ri, et sommes retournés au travail. La partie étrange a commencé après le dîner, ma boîte de réception a commencé à se remplir de messages. Certains disaient simplement, est-ce vraiment vous? D'autres disaient, veuillez me rappeler. L'un provenait d'un homme dont je ne reconnaissais pas le nom. Marc a besoin de vous parler. Je l'ai supprimé. 1 heure plus tard, Linda a appelé. Vous devriez probablement vous asseoir. Je le suis déjà. Je suis sérieuse. Que s'est-il passé? Elle a hésité. Je crois que quelqu'un a trouvé votre histoire en ligne. Mon histoire est en ligne depuis des années. Non, a-t-elle dit doucement. Pas comme ça. Elle m'a envoyé un lien, plus tôt ce matin-là, Forbes avait publié un reportage sur les entrepreneurs vétérans, qui reconstruisaient l'industrie manufacturière américaine. L'article incluait ma photographie, mon passé militaire, et la fondation de bourse d'études que nous avions lancée 5 ans plus tôt. Il s'était propagé bien au-delà du monde des affaires. J'ai fermé l'article. Alors, a repris Linda. J'ai fait quelques recherches. Cette phrase me rendait toujours nerveuse. Elle a continué, apparemment, la femme de Marc a trouvé l'article. J'ai froncé les sourcils. Heather? Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a divorcé de Heather il y a des années. Cela m'a plus surprise que je ne le pensais. Sa femme actuelle s'appelle Melissa. Je me suis adossé. Selon quelqu'un qui connaît la famille, a poursuivi Linda, Melissa a cherché votre nom sur Google, après avoir entendu une vieille histoire sur son premier mariage. Et Linda est restée silencieuse pendant plusieurs secondes. Rachel, quoi? Marc lui a dit que vous étiez morte, peu de temps après avoir quitté Walter Reed. J'ai senti tous mes muscles se contracter. Quoi? Il a dit à tout le monde que...
Je ne pouvais plus parler. Depuis 17 ans, mon ancien mari avait laissé les gens croire que j'étais morte. Mélissa avait trouvé l'article de Forbes. Elle avait vu des photographies de moi, parlant à des événements caritatifs. Elle avait regardé une interview sur des vétérans blessés reconstruisant leur vie. Puis, elle avait réalisé que son mari lui avait menti, pendant près de 2 décennies. Le téléphone de Linda a vibré. Il y a plus. Quoi encore? Je viens d'entendre que Mélissa a appelé Marc au travail. Que s'est-il passé? Elle pleurait si fort qu'elle pouvait à peine parler. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau, les lumières de la ville se sont brouillées. À l'heure du coucher, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Appels, textos, emails, messages vocaux. Certains provenaient de numéros que je n'avais pas vus depuis 20 ans. D'autres, de personnes que j'avais complètement oubliées. Juste avant minuit, j'ai enfin regardé mon journal d'appels. 120 appels manqués, et d'une manière ou d'une autre, aucun n'avait d'importance. Le lendemain matin, je suis entré dans le bureau, tenant mon café d'une main et ma canne de l'autre. Linda attendait déjà devant mon bureau. Tu devrais voir ça. Elle m'a tendu une pile de mails imprimés, j'en ai compté près de 40. Certains provenaient d'anciens voisins, d'autres de cousins éloignés dont je n'avais pas entendu parler depuis l'accident. L'un venait de Madame Jenkins, ma vieille voisine. Rachel, je me suis toujours demandé pourquoi tu avais disparu. Je suis tellement désolé. Un autre disait simplement, j'ai cru Marc. Je te dois des excuses. J'ai posé les papiers, je n'ai pas besoin d'excuses. Non, a dit Linda doucement. Mais peut-être que si. Vers midi, mon assistante Émilie a frappé à ma porte. Il y a quelqu'un en bas qui demande à vous voir. Je n'ai pas de rendez-vous. Elle dit s'appeler Mélissa. Je me suis figé, la femme de Marc. Émilie avait l'air mal à l'aise. Elle n'a pas l'air en colère. Elle a l'air comment? Le cœur brisé. J'ai fixé la fenêtre du bureau pendant plusieurs secondes. Dites-lui que je ne suis pas disponible. Émilie a hoché la tête. Je l'ai déjà fait, et elle a dit qu'elle attendrait. J'ai soupiré. Combien de temps? Elle est assise dans le hall depuis près de 2 heures. Linda a croisé les bras. Tu ne lui dois rien. Je sais, mais ce n'est pas elle qui m'a trahi. Linda n'a pas répondu, elle savait que j'étais déjà en train de me débattre avec moi-même. Depuis 17 ans, j'imaginais ce que je dirais si Marc se présentait un jour. J'imaginais lui claquer la porte au nez, m'éloigner, l'ignorer complètement. Je n'avais jamais imaginé qu'une autre femme paierait le prix de ses mensonges. À 16 heures, j'ai finalement demandé à Émilie de faire monter Mélissa. Elle devait avoir la cinquantaine, pas de bijoux chers, pas de vêtements de créateur, juste un jean, un pull bleu marine, et des yeux rouges qui semblaient à peine avoir dormi. À la seconde où elle est entrée, elle s'est de nouveau mise à pleurer. Je suis tellement désolé, a-t-elle chuchoté. J'ai désigné la chaise en face de mon bureau. Vous n'avez pas à vous excuser pour les choix de quelqu'un d'autre. Elle s'est assise avec précaution. Je ne savais pas. Je vous crois. Elle a hoché la tête encore et encore. Il m'a dit que vous étiez morte. Je suis restée silencieuse. Il a dit, sa voix s'est brisée. Il a dit que l'armée l'avait appelé après votre décès. Il a dit à nos enfants que votre famille voulait de l'intimité. J'ai fermé les yeux un instant. Des enfants. Il y avait des enfants impliqués maintenant. Mélissa a essuyé son visage avec un mouchoir. J'ai trouvé l'article de Forbes hier. Je m'en doutais. J'ai pensé que peut-être. Elle a hésité. J'ai pensé qu'il devait y avoir une autre Rachel Morgan. Il n'y en a pas. Elle a regardé autour de mon bureau, des photographies encadrées tapissaient un mur. Des employés faisant du bénévolat dans des banques alimentaires, des vétérans diplômés de programmes de bourse, notre pique-nique annuel d'entreprise. Une photo de moi serrant la main du gouverneur, après avoir reçu un prix de petite entreprise de l'État. Mélissa les a fixés. Il m'a dit que vous ne vous étiez jamais remise. Je ne me suis pas remise. Elle a eu l'air confuse. Je me suis remise différemment. Pour la première fois depuis son arrivée, elle a souri à travers ses larmes. J'aime cette réponse. Il y a eu un long silence. Finalement, elle a fouillé dans son sac à main.
J'ai apporté quelque chose. Elle a posé une épaisse enveloppe sur mon bureau. À l'intérieur, se trouvaient des copies de relevés bancaires, d'actes de propriété, et plusieurs notes manuscrites. Je parcours nos dossiers financiers depuis hier. J'ai levé les yeux. Pourquoi? Parce que rien de ce qu'il m'a dit n'a de sens maintenant. Elle a pris une lente inspiration. Rachel, je pense que Marc cache des choses depuis des années. Je n'ai pas touché les papiers. Je ne suis pas intéressé par la vengeance. Je sais. Alors pourquoi êtes-vous ici? Elle m'a regardé droit dans les yeux. Parce que je pense qu'il a volé de l'argent qui vous appartenait. La pièce est soudainement devenue très silencieuse. Mélissa a continué, j'ai aussi trouvé autre chose. Quoi? Elle a dégluti difficilement. Il y a des enregistrements. Quel genre d'enregistrement? Mon mari parle dans son sommeil. J'ai cligné des yeux. Elle a eu un petit rire triste. Je sais à quel point ça a l'air ridicule. Ça l'est. J'ai commencé à l'enregistrer il y a des années, parce qu'il n'arrêtait pas de se disputer avec des gens dans ses rêves. J'ai presque souri malgré moi. Mais après hier, son expression a changé. Je les ai écoutés. Elle a fait glisser un petit enregistreur numérique sur mon bureau. Et Rachel, a-t-elle chuchoté la phrase suivante. Je pense que vous êtes sur le point d'entendre la vérité qu'il cache depuis 17 ans. Je n'ai pas touché à l'enregistreur pendant 3 jours. Il est resté dans le tiroir supérieur de mon bureau, enveloppé dans la même enveloppe que Mélissa m'avait tendue. À chaque fois que j'ouvrais ce tiroir pour prendre un stylo ou un dossier, je le voyais là. Je n'avais pas peur de ce qu'il pourrait révéler. J'avais peur qu'il me ramène en arrière. Le vendredi après-midi, après le départ de tout le monde, j'ai verrouillé la porte de mon bureau. Linda a remarqué. Vous allez enfin l'écouter? Je pense que je dois le faire. Elle a hoché la tête. Si vous voulez de la compagnie, je suis là. Je sais, mais celui-ci, je dois le faire seul. Elle a serré mon épaule, avant de partir discrètement. J'ai pris l'enregistreur, et j'ai appuyé sur lecture. Pendant les premières minutes, il n'y avait rien d'autre qu'une respiration étouffée. Puis la voix de Marc, douce, endormie. Elle ne saura jamais. Une autre pause. Elle ne revient pas. J'ai froncé les sourcils, l'enregistrement a sauté. Puis j'ai entendu la voix de Mélissa, chuchotant quelque part dans la pièce. Marc, de qui parles-tu? Il a répondu sans se réveiller. Rachel. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Ça n'avait pas d'importance de toute façon. Silence. Elle ne pouvait même pas marcher. Une autre longue pause. Puis la phrase qui m'est restée en tête pendant des semaines. Je pensais qu'elle ne se remettrait jamais. J'ai fermé les yeux. Ce n'était pas de la colère que je ressentais, c'était de la déception. 17 ans. Et d'une manière ou d'une autre, il n'avait jamais compris qui il avait épousé. Le deuxième enregistrement était pire. Marc a ri doucement dans son sommeil. Je l'ai vendu avant qu'elle ne rentre. Une autre pause. La meilleure décision que j'ai jamais prise. J'ai arrêté l'enregistrement, je ne pouvais plus écouter. Le lundi suivant, j'ai rencontré mon avocate, Sarah Whitman, dans le centre-ville de Raleigh. Sarah avait représenté notre entreprise pendant des années. Elle a écouté attentivement, pendant que j'expliquais tout. Quand j'ai eu fini, elle a croisé les mains. Rachel, séparons l'émotion de la loi. J'apprécierais cela. Elle a examiné les actes de propriété que Mélissa avait trouvés, puis les relevés bancaires, puis les dates. Finalement, elle a levé les yeux. Il y a plusieurs choses ici qui me préoccupent. Comme quoi? Il semble que votre règlement d'invalidité ait été déposé sur un compte commun, alors que vous étiez encore hospitalisé. Je ne l'ai jamais vu. Je ne pense pas que vous l'ayez fait. Elle a tapoté un autre document. Puis l'argent a disparu. Mon estomac s'est noué. La vente de la maison soulève également des questions. Je n'ai rien signé. J'ai remarqué. Sarah s'est adossée. Je ne promets rien, mais il pourrait y avoir eu fraude. Le mot est resté suspendu dans l'air. Fraude. Pas trahison, pas chagrin d'amour. Fraude. Sarah a continué prudemment. Le délai de prescription pourrait affecter certaines réclamations. Je m'y attendais.
Mais si des actifs ont été intentionnellement dissimulés, elle a haussé les épaules, il pourrait encore y avoir des options légales. J'ai conduit jusqu'à chez moi, en pensant à ces mots, options légales. Pendant des années, j'avais imaginé une vengeance spectaculaire, des cris publics, des portes qui claquent, quelqu'un qui dit enfin, tu avais raison depuis le début. La vraie vie n'était pas comme ça, la vraie justice venait enveloppée dans de la paperasse. Le soir suivant, Mélissa a appelé. J'ai demandé le divorce. Je n'étais pas surprise. J'ai aussi déménagé. Je suis désolé. Non, a-t-elle soupiré. C'est vous qui méritez des excuses. Vous m'en avez déjà fait. Je ne pense pas qu'une seule excuse couvre 17 ans. Nous avons toutes les deux ri doucement, c'était étrange, presque paisible. Avant de raccrocher, elle a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas, j'ai tout donné à Sarah. Qu'est-ce que tu veux dire? Chaque relevé bancaire, chaque enregistrement, chaque document que j'ai pu trouver. Quoi? Parce que mon mariage est terminé. Elle a fait une pause. Mais la vérité ne devrait pas rester enterrée avec lui. Après avoir raccroché, je me suis assise sur ma terrasse arrière, regardant le soleil disparaître derrière les arbres. Je pensais avoir passé 17 ans à vouloir me venger, la vérité était plus compliquée. Je n'avais pas besoin de ruiner la vie de Marc, il avait déjà passé des années à la ruiner lui-même. Ce que je voulais maintenant, ce n'était pas la vengeance, c'était la vérité. Et pour la première fois depuis que j'étais entré dans cette maison vide, il y a toutes ces années, je croyais que la vérité pourrait enfin suffire. 3 mois plus tard, Sarah a appelé avec une mise à jour. J'ai de bonnes nouvelles. J'en aurais bien besoin. Nous avons obtenu une conférence de règlement. Je me suis adossé à ma chaise. Alors, nous le faisons enfin. Nous le faisons. La médiation aurait lieu à Charlotte. Marc avait accepté d'y assister, après que son avocat lui ait conseillé que plusieurs questions financières n'allaient pas disparaître. Il nie toujours tout, a ajouté Sarah. Je ne suis pas surprise. Mais quoi? Mélissa vient. Cela m'a prise au dépourvu. Pourquoi? Elle s'est portée volontaire pour témoigner si nécessaire. Je ne savais pas quoi dire. La vie avait une étrange façon de vous présenter des gens que vous n'auriez jamais pensé avoir à vos côtés. La conférence s'est tenue dans un immeuble de bureau fédéral, un jeudi matin gris. Je suis arrivé tôt avec Sarah. Je portais un tailleur pantalon bleu marine, des talons bas, et ma canne. Je n'avais pas porté mon uniforme de l'armée depuis des années. Mais je me tenais toujours un peu plus droite, chaque fois que j'entrais dans un bâtiment gouvernemental. Sarah a souri. Nerveuse? Plus fatiguée que nerveuse. Bien, bien. Ça veut dire que vous réfléchissez clairement. Environ 20 minutes plus tard, Marc a franchi les portes. Je l'ai reconnu immédiatement, ses cheveux étaient devenus presque entièrement gris. Ses épaules étaient affaissées, il avait pris du poids. Pendant un moment, il a ressemblé à un étranger. Puis il m'a regardé, son visage a pâli. Rachel. J'ai simplement hoché la tête, aucun de nous n'a parlé. Son avocat l'a guidé dans une autre salle de conférence. Sarah s'est penchée vers moi. Vous avez bien géré ça. J'ai eu 17 ans pour me préparer. La médiation a duré près de 5 heures. Des avocats entraient et sortaient, des documents passaient de table en table. De vieux relevés bancaires, des actes de propriété, des dossiers de prestations militaires, des papiers d'assurance. Puis Sarah a posé un dernier dossier sur la table, les preuves de Mélissa. Les enregistrements n'ont même pas été nécessaires, les dossiers financiers racontaient l'histoire par eux-mêmes. De l'argent avait été transféré alors que j'étais encore hospitalisé, des comptes avaient été vidés avant que je ne reçoive un avis légal. La propriété avait été vendue, avant que notre divorce ne soit finalisé. L'avocat de Marc a enlevé ses lunettes et a soupiré. Il a regardé son client. Y a-t-il quelque chose d'inexact dans ces documents? Marc a fixé la table. Non. C'était le premier mot honnête que je lui avais entendu prononcer en près de 2 décennies. Pendant une pause, je suis sorti dans le couloir pour prendre un café. Mélissa se tenait près d'un distributeur automatique, elle a souri nerveusement. Je n'étais pas sûr que vous voudriez parler. Je pense que nous avons dépassé le stade où nous nous évitons. Elle a ri doucement. Moi aussi. Pendant plusieurs minutes,
nous avons parlé de choses ordinaires. Ses enfants, ma fondation de bourse d'études, la retraite, le jardinage. C'était étrangement normal. Finalement, elle m'a regardé. Puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. Avez-vous déjà été heureuse avec lui? J'ai réfléchi à cela. Je l'ai été. Elle a hoché la tête. Moi aussi. Aucune de nous n'a blâmé l'autre, ce chapitre appartenait à un seul homme. Tard cet après-midi-là, tout le monde s'est réuni une dernière fois. Sarah a résumé l'accord. Marc rembourserait une partie substantielle des actifs qu'il avait indûment pris, ainsi que les intérêts accumulés. Le règlement n'était pas tout ce que j'avais perdu, légalement, ce n'était pas possible. Mais il reconnaissait quelque chose, que j'avais attendu 17 ans pour entendre. Je n'avais pas imaginé ce qui s'était passé, je n'avais pas exagéré, j'avais été lésé. Alors que tout le monde commençait à rassembler ses dossiers, Marc s'est levé. Rachel. Je me suis tourné vers lui. Je suis. Il a eu du mal à trouver les mots. Je suis désolé. La version plus jeune de moi avait rêvé d'entendre cette phrase. La femme qui se tenait là maintenant a réalisé quelque chose de surprenant. Cela ne changeait rien. Je lui ai fait un signe de tête poli. J'espère que vous le pensez. Puis j'ai pris ma canne, et je suis sorti de la pièce. Non pas parce que j'avais gagné. Parce que je n'avais plus besoin qu'il perde. Dehors, le soleil de l'après-midi a percé les nuages. Pour la première fois depuis des années, le passé semblait exactement là où il devait être, derrière moi. Les gens imaginent que gagner un procès ressemble à des feux d'artifice. Ce n'est pas le cas. Cela ressemble à signer une pile de papier, à serrer quelques mains, et à rentrer chez soi dans les embouteillages. En se demandant pourquoi votre cœur ne bat pas la chamade. Le mien, certainement pas. L'argent du règlement est arrivé, un peu plus de 6 semaines plus tard. J'ai fixé le chiffre sur l'écran de mon ordinateur, pendant un long moment. Ce n'était pas suffisant pour effacer ce que j'avais perdu, il y a toutes ces années. Vous ne pouvez pas mettre un montant en euros sur 23 ans de mariage. Ou sur 8 mois passés à croire que votre mari allait franchir la porte de l'hôpital. Ou sur le moment où vous découvrez que vous avez été effacé de votre propre vie. Mais l'argent représentait quelque chose de plus important, la vérité avait enfin été reconnue. Sarah a appelé cet après-midi-là. Alors, a-t-elle demandé. Que allez-vous en faire? J'ai réfléchi. Je m'en doutais. Je n'ai pas besoin d'une autre maison. Vous en avez déjà une. Je n'ai pas besoin d'une autre voiture. Alors? J'ai souri. Je sais exactement où il va. 3 mois plus tard, nous avons annoncé la bourse de mobilité pour vétérans Rachel Morgan. Le fonds aiderait les vétérans blessés à payer, pour du matériel adapté, une formation professionnelle et le transport pendant la rééducation. Les choses que l'assurance ne couvrait souvent pas entièrement. Des fauteuils roulants, des modifications de véhicules, des frais de scolarité, des programmes de certification. Je me suis souvenu à quel point ces dépenses me semblaient impossibles, lorsque je vivais dans ce minuscule appartement pour anciens combattants. Si quelqu'un d'autre n'avait pas à faire face à ces mêmes choix, alors chaque année douloureuse avait mené quelque part d'utile. À la cérémonie d'ouverture, Jonah était là, toujours souriant, toujours à faire de mauvaises blagues. Je savais que tu deviendrais célèbre. Je ne suis pas célèbre. Tu as ta propre bourse. Ce n'est pas de la célébrité. Il a souri. C'est presque ça. J'ai ri, certaines choses ne changent jamais. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre manuscrite de Mélissa. Pas un email, une vraie lettre. À l'intérieur, se trouvait une photographie. Elle se tenait à côté de 2 adolescents et d'un golden retriever, devant une petite maison. Au dos, elle avait écrit « Nous allons bien. Merci de m'avoir montré à quoi ressemble vraiment la force. » J'ai placé la photo dans le tiroir de mon bureau, non pas parce que je voulais me souvenir de Marc. Parce que je voulais me souvenir que des innocents se retrouvent parfois pris dans les mensonges de quelqu'un d'autre. La nouvelle du règlement s'est répandue discrètement, dans notre communauté d'affaires. Pas de gros titres, pas de caméras de télévision, juste des conversations. Les gens qui avaient admiré la réputation de Marc ont lentement appris ce qui s'était réellement passé. Plusieurs entreprises ont mis fin à des relations d'affaires de longue date avec lui. Des amis se sont éloignés,
non pas parce que je leur ai demandé, mais parce que la confiance, une fois brisée, est difficile à reconstruire. Linda a lu un article sur son entreprise de conseil en difficulté. Elle m'a regardé, se sentant satisfaite. J'ai réfléchi. Non, vraiment. Je ne prends pas plaisir à voir quelqu'un tomber. Elle a souri. J'espérais que vous diriez ça. J'espère qu'il deviendra un homme meilleur. Et s'il ne le fait pas, c'est son fardeau maintenant. Un matin frais d'octobre, je me suis rendu à Walter Reed pour la première fois depuis ma sortie. L'hôpital avait l'air plus petit que dans mes souvenirs, ou peut-être que j'avais finalement grandi au-delà des souvenirs. Jonah avait organisé une visite pour un groupe de boursiers, plusieurs jeunes soldats m'ont reconnu grâce à des interviews que j'avais données au fil des ans. Une jeune femme d'une trentaine d'années s'est lentement approchée de moi en utilisant des béquilles. J'ai failli abandonner la thérapie, a-t-elle avoué. Qu'est-ce qui a changé? J'ai regardé un de vos discours. J'ai souri. J'ai aussi failli abandonner. Ses yeux se sont écarquillés. Vraiment? Plus d'une fois. Elle a hoché la tête doucement. Je suppose que ça me rassure. Avant de partir, je me suis arrêté devant l'aile de rééducation. 17 ans plus tôt, j'avais cru que ma vie était finie, parce qu'un homme était parti. Debout là, j'ai réalisé quelque chose. Les gens qui sont restés, eux, avaient écrit le reste de mon histoire. Un an après le règlement, j'ai traversé mon ancien quartier en voiture pour la première fois en près de 2 décennies. Je ne l'avais pas prévu, j'étais en route pour rendre visite à Linda, et mon GPS m'a détourné à cause d'un accident sur l'autoroute. Avant de réaliser où j'étais, j'ai tourné dans la rue où Marc et moi avions autrefois construit notre vie. L'érable devant notre ancienne maison était beaucoup plus grand maintenant, les parterres de fleurs étaient différents. Quelqu'un avait peint les volets en bleu, des vélos d'enfants reposaient à côté du garage. Cela ressemblait à un foyer heureux. J'ai souri, non pas parce que cela me manquait. Parce que cela appartenait enfin, à l'histoire de quelqu'un d'autre. Pendant des années, j'ai pensé que guérir, signifiait récupérer tout ce que j'avais perdu. J'avais tort. Guérir signifiait atteindre un jour, où je pourrais passer devant cette maison sans ressentir de colère. Je n'ai pas arrêté la voiture, je n'en avais pas besoin. J'ai continué à conduire, c'était suffisant. Quelques mois plus tard, notre fondation de bourse d'études a célébré son 10e anniversaire. Plus de 200 vétérans blessés avaient reçu une aide financière grâce au programme. Certains étaient devenus infirmiers, d'autres avaient ouvert de petites entreprises. D'autres encore avaient terminé l'université, après avoir cru que leur éducation s'était terminée avec leur carrière militaire. En regardant autour de la salle de banquet, j'ai vu des visages remplis d'espoir au lieu de peur. Cela signifiait plus pour moi, que n'importe quelle victoire au tribunal n'aurait jamais pu le faire. Jonah est venu, portant 2 parts de gâteau au chocolat. Je t'ai apporté la plus grosse. J'ai remarqué. Tu l'as mérité. Je pense que tu essaies juste d'éviter de manger des légumes. Je refuse de confirmer ou de nier cela. Nous avons ri, Linda a secoué la tête. Vous vous comportez toujours comme si vous étiez en kinésithérapie. Nous le ferons probablement toujours, ai-je répondu. Vers la fin de la soirée, un jeune sergent de l'armée s'est approché de moi. Il ne pouvait pas avoir plus de 30 ans, son bras droit était soutenu par une attelle. Je voulais vous remercier. Pourquoi? Ma femme est partie après ma blessure. Je l'ai regardée en silence. Je pensais que ma vie était finie. Je comprenais ce sentiment mieux qu'il ne le savait. Que s'est-il passé ensuite, ai-je demandé. Il a souri. J'ai recommencé à zéro. Je lui ai rendu son sourire. Alors, vous êtes déjà plus avancé que vous ne le pensez. Il a hoché la tête, et est retourné auprès de sa famille. En le regardant partir, j'ai réalisé quelque chose. La vie avait une façon de transmettre l'espoir, d'une personne à l'autre. Des années plus tôt, Linda avait porté le mien, quand je ne le pouvais pas. Puis Jonah, puis le colonel Ellis. Maintenant, peut-être que j'avais porté celui de quelqu'un d'autre, pendant un petit moment. Les gens me demandent parfois, si j'ai déjà pardonné à Marc. La réponse honnête est que le pardon, n'a pas été une grande décision. Il s'est produit petit à petit. Non pas parce qu'il le méritait, mais parce que je méritais la paix. Porteur du ressentiment pendant 17 ans, m'avait déjà coûté assez cher.
Je n'avais pas l'intention de lui donner un jour de plus. Si j'ai appris quelque chose, en perdant mon mariage, ma maison, et presque ma capacité à marcher, c'est ceci. Les personnes qui vous quittent, pendant votre saison la plus sombre, ne décident pas de la fin de votre histoire. C'est vous qui le faites. Merci d'avoir passé ce temps avec moi, et d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a rappelé que la vie peut recommencer, même après un chagrin d'amour. J'adorerais entendre vos pensées dans les commentaires. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'un peu d'espoir aujourd'hui, j'espère que vous partagerez cette histoire avec eux.